Donc, bonjour à tous. Nous avons travaillé à trois, donc Marc Valax avec Lilia Arrigui, qui vient de soutenir sa thèse notamment sur le commerce équitable et les techniques de neutralisation. Donc, aujourd'hui, nous allons évoquer notre projet autour du commerce équitable, un moyen efficace d'intégration et de valorisation du travail des migrants. Donc, le commerce équitable, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, j'y travaille depuis quelques années. Lilia aussi. Et donc, c'est une thématique qui est liée à la responsabilité sociétale de l'entreprise, notamment, mais également qui vient comme une déclinaison, en fait, du développement durable et marque tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale également l'intéresse. Et il a travaillé sur les questions des migrants. Donc, voici ce qui nous rassemble autour de cette thématique, autour du commerce équitable. Et récemment, on l'a vu donc avec la question du Covid, que les produits qui sont des produits dits durables, les produits éthiques, notamment les produits écologiques, équitables ou autres, ont eu un intérêt. Donc, les consommateurs ont eu un engouement pour ces produits, même si le contraste était qu'au niveau de ceux qui fournissaient ces produits, il y avait des difficultés d'accès, etc. Donc, on va s'intéresser à cette question-là, mais liée aux migrants. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Nous réfléchissons aux moyens. Donc, quels vont être les moyens qui vont être performants pour valoriser le travail des migrants, donc dans le cadre de ce commerce équitable. Marc? Alors, nous sommes intéressés, ce n'est pas un phénomène mineur, hein, en essayant de voir quelles pouvaient être les différentes logiques d'un point de vue gestion internationale des ressources humaines. Alors, deux catégories de migrants nous ont intéressés en particulier. Des migrants dispersés qui viennent dans des mouvements, bien évidemment, de lutte économique et essayer de trouver et pouvoir s'insérer dans un travail, mais aussi des migrants connectés, qualifiés pour la plupart, qui veulent s'intégrer dans une perspective d'emploi et notamment dans une vision très diasporique. Donc, on a essayé de traiter les deux et on s'intéresse depuis des années sur ce double phénomène de façon à essayer d'identifier quels peuvent être des enjeux, mais aussi des représentations. Et ce qui est terrible sur les représentations, c'est qu'on a encore une vision, quelquefois sur les migrants, marquée par ce que l'on pourrait qualifier la bêtise humaine. Alors, la bêtise humaine, malheureusement, est un peu partout et on retrouve cette dimension. Alors, on essaie en tant qu'universitaire de lutter contre cette bêtise, mais il y a quelquefois encore des infos sans importance qui sont données et qui malheureusement résonnent. Alors, je me suis permis de vous reprendre un extrait de l'Atlas des préjugés aux États-Unis sur l'Afrique. Je ne vais pas leur faire de la pub, bien évidemment, mais c'est pour montrer que la connerie n'a pas de limite quelquefois et que l'on arrive à qualifier malheureusement des territoires dans des termes absolument abjects. Donc, au-delà de ces préjugés, nous, ce que l'on essaie de faire à Nice, dans le cadre du GRM, c'est au contraire arriver à lutter contre ces préjugés et arriver à montrer comment on peut arriver à positionner une recherche, positionner cette recherche à travers deux dimensions. Une dimension qui est du précariat, malheureusement, on retrouve de nombreux migrants dans des situations de précariat, quelquefois dans du secteur agricole ou du secteur artisanal, mais aussi une dimension de salariat. Des entreprises comme Booking, comme autres peuvent bénéficier de migrants. Et nous, on a choisi un secteur particulier qui est bien évidemment le commerce équitable, qui est une voie prometteuse. Une voie prometteuse à la fois dans des mouvements, mais une voie prometteuse aussi en termes d'intégration. Une intégration plutôt équilibrée, où on n'est pas du tout dans une sphère d'abus de pouvoir, mais vraiment une démocratie participative que peut s'exprimer. Et cette démocratie au travail peut trouver une concrétisation pour des migrants. Alors, les défis que cela pose, bien évidemment, c'est quelles sont les spécificités du commerce équitable? Est-ce que c'est facile de passer du précariat au salariat? Mais aussi, quels peuvent être les grands défis en termes de commerce équitable, hein, et comment on pourrait se positionner à travers des diversités de parcours? Donc, on a essayé de témoigner d'une logique et c'est le sens de notre projet, arriver à voir quelles peuvent être les dimensions managériales, hein, de ces projets. Autrement dit, quelles sont des logiques d'action de la part d'encadrement, de la part de migrants que nous avons interrogés, et puis quelles peuvent être des différentes logiques. Alors, on va d'abord se positionner sur le commerce équitable, ses spécificités, et puis on évoquera cet aspect de commerce équitable. À toi, Mantiaba. Oui, donc le commerce équitable, les enjeux pour l'emploi des migrants. Le commerce équitable, si on regarde ses origines donc, par rapport à ses producteurs du Sud, donc notamment en Amérique latine, où il y a une réflexion en se disant, mais pourquoi ils ne vivent pas de leur production? Qu'est-ce qu'on va voir? Comment est-ce qu'on pourra faire
pour que ces producteurs puissent vivre de leur production, tout en réduisant le nombre d'intermédiaires, mais en même temps en valorisant ces personnes en étant des personnes humaines d'abord et ensuite en tenant compte de leur famille. Donc, le commerce équitable vise à soutenir ces producteurs défavorisés du Sud à la base, hein, puisque, on va le voir après, il y a un commerce équitable local qui se développe depuis 2015, en France notamment. Il porte sur des standards économiques, sociaux et environnementaux. Donc, on retrouve ici les grands principes du développement durable. Il y a une déclinaison, mais vraiment dans ce commerce dit équitable. Et les organisations et associations s'y intéressent depuis un moment. Et récemment, la question qui se pose, c'est comment on peut apporter une solution à l'intégration et l'autonomisation des migrants. Et donc, lorsque Oxfam s'intéresse à ça, il n'y a pas qu'Oxfam. Donc, la question, c'est de savoir les migrants qui vont se retrouver, donc, notamment dans des camps de réfugiés, qu'est-ce qui peut être fait? Comment on peut valoriser le travail artisanal, la réflexion de ces migrants qui parfois sont lettrés ou pas lettrés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et comment on peut les aider donc à travers ce commerce dit équitable pour pouvoir tenir compte d'eux, de leur famille, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là, on a un des projets de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en lien avec WFTO, World Fair Trade Organization, qui se sont dit qu'ils allaient accompagner ces migrants. Et les 5 dernières années, on a eu en parallèle un développement du commerce équitable dit local, donc notamment en France, mais également en Europe. Donc, on se dit, probablement, il pourrait y avoir un lien en Méditerranée en s'intéressant à cette migration qui peut avoir deux visions. Une migration avec des personnes qui vont prendre le bateau. On l'a vu dans l'image de départ, cette image, je discutais avec Marc en disant, on a d'une part une migration, on ne va pas dire choisie, qui apporte, mais il y a une migration également qui peut apporter autrement de par sa culture, de par la manière dont elle s'exprime ou de par l'artisanat. Et c'est ce qui est développé dans ces camps de réfugiés. Donc après, il y a les chiffres clés du commerce équitable. On voit que depuis 2018, donc notamment le commerce équitable s'affiche avec une croissance, même si le commerce équitable ne représente que moins de 2%, et même pas, du commerce international, il y a 1,3 milliard de ventes au niveau des consommateurs, donc sur le marché français. Et on a également, au niveau de ce marché-là, 1,2 milliard d'euros de ventes de produits équitables. Comme je le disais au départ, même si ces ventes ont augmenté avec la période du Covid, les producteurs sont restés vraiment dans la précarité à un moment donné. Donc, par rapport à ces chiffres, on se dit qu'il y a 5 enjeux et ces 5 enjeux nous renvoient à quelques standards du commerce équitable sur lesquels nous allons mettre l'accent. Comment former les producteurs aux bonnes pratiques et surtout les rendre autonomes, promouvoir des cultures agricoles sans dégrader l'environnement. Ce qui est dans une des bases, c'est comment réduire les pesticides, comment ne pas les utiliser du tout, leur apprendre également des techniques autour de l'agriculture qui n'est pas une agriculture qui est monoculture, qui dégrade, et puis avancer, comment fait vivre les acteurs de leur production. Ça veut dire qu'il y aura quelque part peut-être du microcrédit, un accompagnement en tenant compte de ce prix minimum garanti, mais un soutien à travers la prime de développement qui existe déjà aux femmes, aux enfants, aux communautés, où on va accompagner tous ces acteurs. Donc, quand on regarde ces 5 enjeux, on se dit, bon, le commerce équitable existe déjà, mais qu'est-ce que ça va apporter réellement par rapport aux migrants? Il faudrait réorganiser, en fait, ce marché et réorganiser les actions autour de ce que vont faire les migrants. Marc? Ok, donc on est véritablement dans une perspective de gestion internationale des ressources humaines où d'une part on a un rôle de l'encadrement, mais on a aussi dans le salariat arrêté d'avoir une vision strictement misérabiliste des migrants. Il y a bien des mouvements qui existent et ce que l'on veut essayer de montrer, c'est que bien évidemment parmi les 27 millions d'emplois occupés en France, il y a une part occupée par des migrants dans le cas d'un salariat. Et on veut essayer de montrer qu'il y a à travers ce projet à la fois une qualité du travail, mais aussi une qualité de l'emploi à travers une performance du marché du travail dans le commerce équitable, bien évidemment, et une sécurité, notamment au niveau des carrières.
Donc, telle est notre perspective. Et bien évidemment, pour pouvoir arriver à témoigner de cette perspective, qui n'est pas seulement une perspective de motivation ou d'implication des migrants, mais bien évidemment d'empowerment des migrants. Comment les migrants, on peut arriver à leur redonner un espace de liberté, un espace d'action, un espace de responsabilisation, avec une meilleure autonomie et une gestion participative des activités. Alors, les variables qu'on a identifiées sont à la fois organisationnelles, avec des soutiens multiples, mais aussi des variables beaucoup plus psychologiques et individuelles. Quelle est l'image dégradée quelquefois que des migrants ont intériorisée, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, dans le cas des actions, mais aussi de l'estime de soi. Et quelquefois, une conscience critique par rapport à sa propre communauté d'origine ou par rapport à une vision très diasporique qui peut être subie. Donc, ce sont des mouvements que l'on essaie d'analyser à travers comment faire des choix. Alors, est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que c'est un pouvoir d'agir avec les autres? Puisque l'empowerment, ce n'est pas un pouvoir sur les migrants, mais c'est un pouvoir avec les migrants. Et on est bien évidemment dans une logique de pouvoir avec les autres et d'agir sur différentes dimensions. Pour pouvoir témoigner de cette approche, ce que je vous propose, c'est on va passer sur une vidéo de façon à pouvoir témoigner sur ces différents angles d'attaque et pouvoir rendre compte de quels peuvent être des éléments en lien avec cette vision, bien évidemment, des migrants. Et on est parti sur une logique qui est très spécifique, c'est se dire à un moment, mais est-ce que finalement le Canada n'est pas en avance par rapport à nous sur une vision, notamment Amérique latine, où ils ont réussi à témoigner aux différents aspects. Posible para poder alimentar a un hijo, donarle una educación, donarle un vestimenta, alimentos. Es muy difícil. La oportunidad que tenemos aquí en Canadá es muy grande. Pour les gens qui ont de la misère à comprendre pourquoi on fait venir les travailleurs étrangers, je dois vous avouer que c'est la meilleure aide humanitaire que j'ai jamais fait de ma vie. C'est non seulement un bénéfice pour nous autres ici à la ferme, mais c'est un énorme bénéfice pour ces gens-là. Ces gens-là sont de la famille pour nous. Pour nous, ils travaillent à côté de nous, ils ont les mêmes valeurs que nous. Puis à la fin de la journée, c'est vraiment le fun d'avoir un ami comme ça. Ils deviennent absolument des amis. J'ai un énorme respect pour ces gens-là. C'est une inspiration pour moi de voir ce qui est accompli ici à la ferme et à la maison pour eux. José est arrivé il y a 6 ans maintenant. On lui a donné des outils pour se valoriser un peu mieux. On lui a donné des outils pour ramener au Guatemala et puis remonter sa famille un petit peu. Il donnait près de la moitié de son salaire à l'Église. Et puis il a vite réalisé que donner la moitié de son salaire à l'Église fournissait absolument rien, aucun bénéfice à sa famille. Au lieu de donner la moitié de son salaire à l'Église, il a construit une école. La première école secondaire dans son comté. Sa fille, c'est la première personne dans son comté à aller à l'école secondaire que lui a construit. Venez voir qu'est-ce qui se passe, venez leur parler, puis je vous garantis qu'il y a seulement des bénéfices. Pour conclure, avec le temps imparti, nous sommes sur une vision où, bien évidemment, au-delà de cette vidéo qui est une best practice sur le commerce équitable au Canada et comment on peut arriver à témoigner de ces différentes approches, nous voulions conclure avec Mathiaban en disant que finalement, il y a plein d'expérimentations locales, comme on l'a vu, qui sont menées en commerce équitable et qui permettent de contextualiser des solutions par rapport à l'empowerment des migrants. Autrement dit, le combat continue contre la bêtise humaine d'une part, contre les préjugés, mais aussi par rapport à sa dimension économique, sociale et sociétale dont on peut témoigner à travers ces différentes approches. Nous vous remercions de votre attention. Merci.